À l'ordre, s'il vous plaît. La Commission des institutions reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. Nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 64, loi sur l'immatriculation des armes à feu. Ce soir, nous entendrons l'Institut de la santé publique du Québec, la Sûreté du Québec et le directeur de l'État civil, représentant de l'Institut, Mme Damestoy, le docteur Pierre Boris et le docteur Michel Lavoie. On m'a dit que vous les aviez emmenés pour répondre aux questions, mais que c'est vous qui allez nous entretenir pour les prochains 10 minutes. Et après, on aura un échange avec le parti ministériel et les partis d'opposition. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et membres de la Commission, mon nom est Nicole Damestoy, je suis présidente directrice générale de l'Institut national de santé publique. Et ce soir, je suis accompagnée de 2 experts qui pourront répondre à vos questions, mais qui sont également les principaux auteurs du mémoire que nous vous avons déposé. Tous 2 sont médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive. Il s'agit d'abord du Dr Pierre Maurice, chef de l'unité scientifique sécurité et prévention des traumatismes à l'Institut national de santé publique, mais également directeur du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la promotion de la sécurité et la prévention des traumatismes au Québec, ainsi que Dr Michel Lavoie, qui travaille au sein de l'équipe du Dr Maurice. Alors, tous mes 2 collègues s'intéressent à la question de la prévention des décès et des blessures par arme à feu depuis de très nombreuses années et ils ont suivi l'évolution du dossier au Canada. Monsieur le Président, c'est avec plaisir que nous vous adressons ces quelques mots ce soir et que nous participons aux travaux qui portent sur le projet de loi 64 sur l'immatriculation des armes à feu. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que l'Institut national de santé publique du Québec est en faveur de ce projet de loi. Mais juste avant de commencer, j'aimerais rappeler que l'INSPQ est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique. Nous sommes un organisme expert qui a pour rôle de partager les connaissances scientifiques les plus à jour sur les différents enjeux de santé publique afin d'éclairer la prise de décision. Aujourd'hui, nous allons tenter d'alimenter la réflexion autour de l'accessibilité aux armes à feu dans une perspective de santé publique. C'est-à-dire que nous abordons le problème avec une lunette collective ou populationnelle qui vise à assurer l'atteinte du meilleur état de santé et de sécurité possible pour l'ensemble de la population québécoise. L'Institut se préoccupe depuis plusieurs années des risques de blessures et de décès liés aux armes à feu. Déjà en 2010, nous avons déposé et présenté un mémoire au Comité permanent de la sécurité publique et nationale à la Chambre des communes concernant la loi modifiant le Code criminel et la loi sur les armes à feu. Le mémoire que nous vous présentons aujourd'hui reprend d'ailleurs l'essentiel de notre argumentaire de 2010. Par contre, il repose sur une revue de littérature qui a été mise à jour, les données québécoises les plus récentes et de nouvelles analyses statistiques. D'abord, malgré la croyance populaire, il est important de préciser d'entrée de jeu que les enjeux entourant l'accès aux armes à feu dépassent largement la problématique des activités menées par des groupes criminels. À ce chapitre, précisons que la majorité des décès liés aux armes à feu au Québec sont des suicides. En effet, entre 2009 et 2013, 4 décès par arme à feu sur 5 étaient des suicides. C'est environ 125 décès par année, soit 5 fois plus que le nombre de victimes d'homicides par arme à feu. Dans la majorité des cas, ces suicides sont commis au domicile de la victime à l'aide d'une arme longue. Ils surviennent un peu partout sur le territoire du Québec, mais le risque de suicide par arme à feu est plus élevé en zone rurale comparativement aux zones urbaines ou périurbaines. La littérature scientifique démontre que c'est l'accès aux armes à feu qui constitue un facteur de risque important pour les suicides, les homicides et les décès accidentels. La présence d'une arme à feu au domicile augmente le risque de suicide, mais aussi d'homicide et de décès accidentels pour tous les membres d'une même maisonnée. D'abord, en ce qui concerne les suicides. La majorité des victimes sont confrontées à des problèmes de santé mentale ou des crises d'ordre personnel ou circonstanciel. Une proportion importante des tentatives de suicide n'est pas planifiée longtemps à l'avance. Et dans la moitié des cas, on estime que la période de crise suicidaire dure moins de 10 minutes. L'accès à une arme à feu devient donc un élément facilitateur. Par sa seule présence au domicile, une arme à feu augmente de façon significative le risque de passer à l'acte. Ainsi, empêcher des personnes suicidaires d'avoir accès à une arme durant une crise suicidaire leur donne l'opportunité d'obtenir de l'aide une fois la crise passée. L'arme à feu demeure le moyen le plus mortel de commettre un suicide. Maintenant, en ce qui concerne les homicides.
La présence d'une arme à feu dans un domicile augmente également le risque d'homicide entre conjoints, ainsi que la sévérité et la fatalité de la violence conjugale exercée. Au Québec, entre 2009 et 2013, un homicide par arme à feu sur 6 a été commis dans un contexte de violence intrafamiliale. Ces homicides sont généralement perpétrés à l'endroit des femmes, se produisent au domicile de la victime et sont commis avec une arme longue. Lorsqu'une arme à feu est accessible dans une situation de violence conjugale, elle peut également être utilisée par le conjoint violent pour menacer ou intimider sa victime. L'objectif devient donc de sécuriser les domiciles en contrôlant l'accès aux armes à feu de manière à ce qu'elles ne se retrouvent pas entre les mains de personnes qui pourraient en faire un usage inapproprié, soit contre elles-mêmes ou contre autrui. Pour y arriver, il faut appliquer des pratiques d'entreposage sécuritaire ou retirer les armes du domicile. Alors on peut se poser la question, est-ce que les lois en matière de contrôle des armes à feu sont des mesures efficaces? La réponse est oui. La revue des études scientifiques démontre que les lois sur le contrôle des armes à feu ont été efficaces dans plusieurs pays pour prévenir les suicides et les homicides par arme à feu. C'est la combinaison de plusieurs mesures complémentaires qui semblent gage d'efficacité. Et les lois canadiennes s'inscrivent dans cette catégorie. Par ailleurs, dans ces études, il a également été démontré que les lois contrôlant l'achat et l'accès aux armes à feu a permis de réduire les homicides conjugaux et les décès accidentels. Il s'agit ici de mesures telles que la vérification des antécédents avant l'achat et les règles d'entreposage. Des études ont également démontré que la loi canadienne sur les armes à feu, la C-68, a entraîné une réduction des suicides et des homicides au Canada. Pour les fins du présent mémoire, des analyses ont été réalisées à l'aide des données les plus récentes disponibles pour le Québec. Malgré les limites inhérentes à ces modèles mathématiques, il est possible d'estimer que la loi C-68 est associée à une baisse d'environ 72 suicides par arme à feu par année. Il ne semble pas y avoir d'effet de substitution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de suicides par un autre moyen. Deux des principales mesures implantées au Canada en 1998 suite à l'adoption de la loi C-68 sont 1. L'obligation de détenir un permis de possession d'armes à feu pour tous les propriétaires d'armes à feu sans restriction et 2. L'obligation pour chaque propriétaire d'enregistrer chacune des armes possédées. Les évaluations ne permettent pas d'isoler l'effet spécifique de chacune des mesures comprises dans cette loi puisqu'elles ont été introduites en même temps. Donc, on ne sera jamais capable de discerner l'effet spécifique du registre. Cependant, ces deux mesures sont nécessaires et complémentaires pour assurer la sécurité publique parce qu'elles permettent de lier chaque arme à son propriétaire et ainsi soutenir les policiers dans l'exercice de leurs fonctions quand ils doivent sécuriser les domiciles en situation de crise. De plus, elles auraient aussi pour effet d'augmenter la vigilance des propriétaires face aux règlements en vigueur relativement à l'achat, à l'entreposage, la vente, le prêt ou le don d'une arme à feu. Malheureusement, la loi C-19, adoptée en 2012 par le gouvernement canadien, est venue retirer l'une de ces mesures, soit l'obligation d'enregistrer les armes à feu sans restriction. En venant réintroduire au Québec l'obligation d'immatriculer les armes à feu sans restriction, le projet de loi 64 rétablit le filet de sécurité et c'est pourquoi l'Institut national de santé publique du Québec est en faveur de ce projet de loi. De plus, en deuxième lieu, l'Institut propose que soit amendé le projet de loi 64 de manière à rendre obligatoire la vérification du permis de possession et d'acquisition d'armes à feu lors de la prise de possession ou de la demande d'immatriculation d'une arme à feu. En effet, depuis 2012, il n'est plus obligatoire de vérifier qu'un acquéreur d'une arme à feu sans restriction détient un permis de possession ou d'acquisition valide. Cette situation introduit une faille dans le filet de sécurité puisque la vérification systématique préalable du permis assure que le futur acquéreur est apte à posséder une arme à feu. En conclusion, Monsieur le Président, nous espérons que les préoccupations de santé et de sécurité soulevées ici, ainsi que les deux recommandations que nous formulons, permettront d'alimenter la réflexion de la Commission quant au projet de loi à l'étude. Alors, merci de votre attention et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci, Madame Damestois. Monsieur le ministre? Oui. Alors, merci beaucoup, Madame Damestois ou Damestois? Je vais bien le prononcer. Damestois. Merci beaucoup pour la présentation. D'ailleurs, j'apprécie la démarche scientifique qui appuie l'ensemble de votre argumentation, le mémoire, et je félicite évidemment, parce que vous avez dit qu'il y avait les auteurs du mémoire ici, donc j'imagine que vous avez fait
cette revue de la littérature assez complète, assez exhaustive, avec tout ce qui a été publié là-dessus, puis je pense que ça nous amène un éclairage extrêmement utile et intéressant. Ma première question, ça serait la suivante. Vous avez, puis là je comprends que vous l'avez dit vous-même, les modèles mathématiques ont quand même un certain nombre de limitations, mais vous avez dit que le permis de possession et l'enregistrement, donc l'immatriculation des armes, sont des mesures complémentaires. L'une va avec l'autre. Si on avait juste l'une et pas l'autre, en quelque part, on n'aurait pas les mêmes résultats. Pourriez-vous élaborer un tout petit peu plus sur pourquoi vous pensez que les deux ensemble ont un impact plus important que si on avait seulement l'un d'entre eux? Docteur Maurice? Docteur Maurice? Bon, en fait, le fait d'avoir les deux mesures en même temps, ça permet d'associer toutes les armes qui sont dans un domicile à un individu qui en est le propriétaire. C'est important parce que dans une situation de crise, une crise suicidaire, une crise homicidaire, une situation de violence conjugale, où vous voulez sécuriser l'environnement, vous voulez retirer les armes à feu. Puis pour retirer les armes à feu d'une façon adéquate, mais il faut que vous sachiez, que vous ayez une bonne idée du nombre d'armes qui sont présentes dans le domicile, et puis que pour être sûr que vous allez avoir retiré toutes les armes au moment où vous allez sécuriser l'environnement pour protéger l'individu contre lui-même ou contre des méfaits qu'il pourrait commettre envers autrui. Donc, le fait d'avoir un enregistrement en même temps qu'un permis de possession, ça permet ça, ce qui ne permettrait pas, ce qui serait pas possible si on n'avait pas l'enregistrement obligatoire des armes à feu. Par ailleurs, il faut aussi se dire que le fait d'avoir une arme enregistrée, puis de savoir que telle arme est associée à moi comme propriétaire, par exemple, nous pensons fortement que ça va inciter les propriétaires à mieux entreposer les armes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Canada, il y a une loi, la loi des armes à feu, elle édicte des règles d'entreposage, puis ces règles ont force de loi. Et puis même si c'est difficile pour les policiers d'aller vérifier dans les domiciles si les règles sont observées ou pas, le fait d'avoir une arme enregistrée en notre nom, ça va inciter les propriétaires à bien les entreposer, puis d'une façon sécuritaire, de manière à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des gens qui seraient aux prises avec une crise suicidaire, par exemple. Donc, les deux effets sont, selon nous, importants et c'est sans doute, en bonne partie, les raisons pour lesquelles on observe une diminution du nombre de suicides et même du nombre d'homicides au Canada, puis au Québec, le nombre de suicides qu'on a relaté là, dans le courant de la présentation. Monsieur le ministre. Dans votre revue de littérature, vous avez considéré des expériences internationales aussi? Oui. Vous avez, effectivement, est-ce que vous avez vu des modèles où il y avait, un peu comme dans la situation actuelle au Canada, où on a le permis de possession, mais pas l'immatriculation? Est-ce que vous avez vu ça ailleurs dans le monde, ce genre de système-là? Ou est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre les systèmes qui ont les deux et les systèmes qui ont seulement la possession? Docteur Maurice. Pour étudier l'effet de l'enregistrement proprement dit, ça, il n'y a pas d'étude connue à ce jour qui permet vraiment d'isoler l'effet de l'enregistrement tout seul. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le Québec ne sera pas la seule juridiction à imposer un enregistrement obligatoire des armes à feu. On a regardé l'ensemble des juridictions où c'est obligatoire, puis il y a de nombreuses juridictions. On a dénombré au-delà de 100 pays où l'enregistrement est obligatoire en même temps que le permis de possession. Donc, c'est pas quelque chose d'inhabituel dans les différentes juridictions à travers le monde que d'exiger une pareille disposition. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est la norme dans les expériences internationales d'avoir les deux mécanismes en même temps? Moi, je pense qu'en général, c'est la norme que d'adopter des projets de loi comme ceux-là, sauf que c'est sûr que dans l'application de la loi, ben là, ça peut varier considérablement là, d'un pays à l'autre, là, mais effectivement, on est obligé, dans l'ensemble des pays où on mentionne qu'il y a un système d'enregistrement d'armes à feu en même temps que permis de possession, ben il y en a une majorité qui l'ont. Le Canada fait exception maintenant qu'on a aboli l'enregistrement des armes, et puis les États-Unis aussi. La plupart des États aux États-Unis n'obligent pas l'enregistrement des armes. Mais on connaît un peu la situation aux États-Unis là, par rapport à ça.
Comment, puis je sais que c'est pas dans votre mémoire, mais simplement pour les fins de la discussion, est-ce que vous avez, vous, une explication, en fait, comment vous expliqueriez-vous qu'il y a des groupes dans notre société qui, compte tenu de ce que vous présentez là, comme élément de statistique, comme élément de comparaison internationale, comme la revue de la littérature, comment expliquez-vous que des gens soient si réfractaires à l'idée d'immatriculer leurs armes d'épaule? Pourquoi? Comment vous expliqueriez ça? Est-ce que vous avez une explication de votre côté? Oui. Dr. Maurice? Moi, je pense que un des arguments, un des premiers arguments, c'est que les gens pensent que le problème des armes à feu, c'est essentiellement un problème de criminalité puis d'activité criminelle, alors qu'il en est tout autrement. Le problème des armes à feu et des décès par armes à feu, c'est essentiellement des problèmes qui se produisent à domicile entre des gens, chez des gens qui n'ont absolument aucun passé criminel et puis qui présentent des problèmes soit de santé mentale et puis qui sont aux prises avec des difficultés dans la vie. Donc ça, je pense que c'est une des premières raisons, c'est que les gens réalisent pas à quel point ce problème-là, il dépasse la situation, la question de la criminalité. Par ailleurs, je dirais aussi que les gens réalisent pas que dans un plan de soins, quand vous voulez intervenir dans une situation de crise suicidaire, une violence conjugale, risque d'homicide, etc., dans le plan de soins, il faut s'assurer de sécuriser le domicile. C'est comme le B.A.B.A. C'est une des premières choses à faire. Il faut protéger les individus contre eux-mêmes et il faut protéger l'environnement aussi. Donc, les proches, là. Donc, ces deux situations ou deux arguments qui, selon moi, font que les gens réalisent pas à quel point il peut être bénéfique d'avoir un enregistrement des armes à feu. Ça n'empêche absolument pas les activités licites, les activités sportives, le tir à la carabine. Ça empêche absolument pas ce genre d'activité-là. Puis on va vivre dans une société qui est plus en sécurité. Monsieur le ministre. Ben, j'abonde dans le même sens de ce que vous dites, là. L'objectif ici, c'est pas d'empêcher les chasseurs de s'adonner à leur activité de chasse préférée. C'est pas d'enlever aux Premières Nations leurs droits ancestraux de faire de la chasse, de la pêche et de la trappe, là. On a eu l'occasion de discuter avec des groupes qui représentent les Premières Nations là-dessus. L'objectif, effectivement, c'est de se doter d'un outil de prévention additionnel, complémentaire au contrôle qui existe déjà. Parce que ce qui existe déjà ne permet pas, puis je pense que votre présentation est très claire à ce sujet, ne permet pas de savoir il y a combien d'armes au domicile, quelles sont ces armes au domicile. Et donc, dans la sécurisation du domicile, il y a un élément d'information qui manque et qui est très important. Alors, on abonde exactement dans le même sens. C'était une remarque un peu éditoriale de ma part, mais je pense que mon collègue député de Vimont a des... Mais je vais laisser Mme Damestois si elle a un commentaire à la remarque éditoriale du ministre. Mais en fait, j'allais juste revenir sur le fait que ça dépend du point de vue. Et d'entrée de jeu, on a bien clairement dit que le point de vue santé publique est une lunette collective. Donc, on regarde l'ensemble de la sécurité et de la santé dans la population. Par opposition à la lunette individuelle, les gens qui ont une arme, pour eux, ça nécessite un effort que d'aller détenir un permis et de demander l'enregistrement. Donc, des fois, ça dépend un peu du point de vue duquel on se place. Puis c'est clair que nous, on se place d'un point de vue collectif, puis les gains au niveau populationnel sont vraiment indéniables. Monsieur le député de Vimont. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Premièrement, félicitations pour votre mémoire. Vraiment, ça va nous aider vraiment à prendre de bonnes décisions. Donc, merci beaucoup du travail que vous avez fait. Je vous ramène à votre tableau numéro 1, la page 7. Je regarde, parce que quand on le sait, pour acquérir un arme au Canada, il faut avoir un permis d'acquisition. Et le permis d'acquisition, on parle d'un certain âge et tout. Là, je regarde dans votre tableau le nombre de suicides par arme à feu de 0 à 14 ans, 3. Eh bien, je vois bien, oui? Oui. Donc, si je continue dans votre réflexion, c'est que l'importance de sécuriser un lieu physique, un lieu d'habitation, c'est là qui devient l'importance. Parce que là, je réalise que c'est même des enfants qui peuvent se suicider.
Tout à fait. Donc, tous les suicides ne sont pas commis par le propriétaire de l'arme. Donc, il y a un certain nombre de suicides qui sont commis avec l'arme d'une tierce personne. C'est aussi le lot des décès accidentels par arme à feu. Des fois, ce n'est pas nécessairement le propriétaire de l'arme. Donc, vous lisez bien le tableau, en effet. Lisez bien le tableau, bon. Merci. Encore une fois, oui, allez-y. Oui. Donc, c'est l'importance de bien entreposer les armes à domicile. C'est utile, notamment dans les cas de suicide de jeunes adolescents, de jeunes adultes, parce que les statistiques démontrent que souvent, dans ces cas de suicide-là, la personne qui s'est suicidée n'était pas propriétaire de l'arme. En fait, dans la majorité des cas de suicide par arme à feu chez les adolescents et les jeunes adultes, l'arme utilisée appartenait à quelqu'un d'autre dans la maisonnée, et puis la personne a eu accès à une arme qui était mal entreposée, ou en tout cas qui était accessible. Et donc, un des objectifs de sécuriser le domicile, notamment en favorisant l'entreposage sécuritaire des armes à feu, c'est pour empêcher ces cas-là. Monsieur le député Vivant. Donc, c'est là vient l'importance de savoir Oui. l'endroit, l'entreposage des armes. C'est là l'importance de savoir. Écoutez, encore une fois, au niveau, toujours dans le même tableau, lieu survenu, domicile avec domicile de la victime, 489, comparativement aux 3 lieux. Donc, la très grande majorité, si je lis toujours bien votre tableau, se passe à la maison. Oui. Tout à fait. Oui. Oui. Puis c'est un peu, si vous me permettez, c'est un peu ce qu'on essaie d'illustrer. Dans la croyance populaire, le problème des armes à feu, entre guillemets, est souvent associé à des activités criminelles. Or, encore une fois, quand on se met dans la lunette collective, puis qu'on regarde les chiffres du tableau, le problème des armes à feu n'est pas nécessairement un phénomène dans la rue d'activités criminelles. Il y a beaucoup de décès par arme à feu qui ont lieu au domicile de la victime, par des armes de chasse, dans des situations de suicide ou de violence conjugale ou de décès accidentel. La majorité des suicides par arme à feu au Québec sont à domicile. C'est pas souvent un problème dont on parle nécessairement dans les médias, mais c'est un fait quand on regarde les statistiques. J'ajouterais peut-être aussi à ça que quand Dr. on parle Maurice? des autres lieux, c'est pas nécessairement dans des places publiques, là. Ça peut être dans des domiciles autres que celui de la victime. Donc, c'est encore dans un environnement domiciliaire pour une bonne part aussi. Monsieur le député de Vimont, 1 minute 30. Bon, donc, vous êtes en train de me dire, donc, ça pourrait être au chalet, ça pourrait être l'autre lieu que la résidence permanente. La résidence permanente ou la résidence de quelqu'un d'autre, ça pourrait être dans la résidence de quelqu'un d'autre, là. Un adolescent qui est chez des amis, par exemple. Monsieur le député de Vimont. Dans vos propos, vous avez mentionné, je pense que c'est madame qui a parlé de ça, tout à l'heure, vous avez parlé du registre fédéral. Donc, selon vous, le registre fédéral, selon vous, est-ce qu'il a été positif à ce moment-là? Est-ce qu'on a pu sauver des vies avec ce registre-là? Dr. Maurice. Bien, en fait, nous, quand on est allé en 2010, lors du dépôt du projet de loi 391, là, on avait fait des analyses et puis on avait démontré que la loi C-68, dans son ensemble, pas juste le registre, là, c'est les deux ensemble. Là, en fait, c'est la loi comme telle, C-68, avait permis de sauver 250 vies par suicide par année et 50 homicides par année. Puis ça, nos données, on y croit encore. Et puis elles sont corroborées par ce qu'on observe aussi au Québec avec les données qu'on a analysées récemment. Merci, Monsieur le député de Vimont. Je présume que votre mémoire de 2010, vous pourriez le faire parvenir à la Commission pour le bénéfice des membres? Absolument. Merci. Monsieur le député de Verchères. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci infiniment d'être des nôtres ce soir. Merci de votre présentation claire, éloquente, étoffée. Je remarque, entre autres, que vous avez joint à votre mémoire une bibliographie très étoffée également, de près de 4 pages, qui témoignent des recherches qui ont été effectuées pour en arriver au portrait de situation que vous nous présentez et aux recommandations. Monsieur le ministre a évoqué les motifs
qui amène des gens à s'opposer avec beaucoup d'insistance à la mise en œuvre d'un registre ou d'une immatriculation des armes à feu. Je vais me permettre quelques instants de jouer l'avocat du diable, simplement pour vous mettre en position de réagir à certaines des objections. Vous nous disiez, Dr Damestois, que souvent, ce qui se passe, c'est en situation domestique. Rien à voir avec la criminalité, soit le résultat d'une maladie mentale, soit le résultat d'une crise momentanée qui amène des gens à poser des gestes irréparables. Par rapport à la maladie mentale, souvent, l'argument qui va nous être avancé, c'est de dire « oui, mais avant d'octroyer le permis de possession et d'acquisition, il y a des vérifications qui sont faites à cet effet. Et on ne donnera pas un permis d'acquisition et de possession à quelqu'un dont on sait qu'il a des antécédents ou qu'il a des troubles mentaux. » Alors, est-ce que il est nécessaire, dans un cas comme celui-là, que l'arme soit enregistrée, puisqu'on ne lui donnera pas, anyway, si vous me permettez l'expression, le permis qui lui permettrait d'acquérir une arme? Je vais répondre. Madame Damestois? Oui, je vais y aller. En effet, lors de l'émission du permis, il y a des vérifications. Toutes sortes de vérifications d'antécédents, pas uniquement sur l'état de santé. En fait, et au moment où on reçoit le permis, je veux dire, l'état de santé fluctue dans le temps. Or, c'est pas seulement des gens qui sont en crise suicidaire reliés à des problèmes de santé mentale. Il peut y avoir des crises occasionnelles, comme on le dit, d'ordre personnel, qui sont pas nécessairement associées à des troubles mentaux profonds. Et donc, il est fort possible que quelqu'un, au moment où il s'est procuré le permis, était parfaitement en règle avec toutes les conditions, et les conditions se développent par la suite. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, puis le fait d'émettre un permis de possession à un moment ne fait pas en sorte qu'on est garanti et immunisé contre tout autre problème qui pourrait bien venir dans les années subséquentes. L'autre argument qui est invoqué, c'est que le fait d'enregistrer une arme ne garantit pas qu'elle sera entreposée de façon sécuritaire dans un domicile. C'est vrai. C'est sûr qu'on n'a pas cette garantie-là, mais on présume qu'un propriétaire d'armes qui sait qu'il y a une loi à respecter par rapport à l'entreposage, et puis qui sait aussi que son arme est enregistrée, et puis qu'on peut faire le lien entre une arme qui est utilisée et puis lui, ben ce qu'on pense, c'est que ça va inciter les propriétaires d'armes à bien les entreposer. Donc, pour nous, c'est comme une police d'assurance de plus. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas une garantie une garantie à 100% que ça va se produire. Mais, Madame Damestois. Il y a deux éléments. Donc, il y a l'entreposage, avec ce que Dr Maurice vient d'évoquer, c'est-à-dire que quand on est capable de relier le propriétaire à son arme, on pense que les gens augmentent leur niveau de vigilance par rapport à la manière dont les armes dont ils sont propriétaires sont entreposées. 1. 2, puis ça, c'est un effet beaucoup plus immédiat. Quand un clinicien ou un policier est au courant qu'il y a une situation de violence potentielle ou une crise suicidaire potentielle ou des gens qui sont à risque sont associés à un domicile où on sait qu'il y a des armes, le fait de savoir qu'il y a des armes et de savoir combien il y a d'armes dans un domicile permet aux policiers une intervention qui va aller sécuriser le domicile. Et donc, si on arrive à intervenir avant le passage à l'acte, évidemment. Donc, quelqu'un qui émet des signaux de détresse ou un appel pour violence conjugale, le fait d'avoir un registre permet aux policiers de savoir exactement, à cette adresse, combien y a-t-il d'armes, et donc d'intervenir pour aller les retirer avant qu'il y ait une utilisation inadéquate qui soit faite. Donc, ça joue sur les deux plans. Il y a également cette perception selon laquelle le fait d'exiger l'enregistrement est un témoignage du fait que nous ne croyons pas que les personnes propriétaires d'armes sont des gens responsables et que, conséquemment, lorsqu'il y aurait transaction, par exemple, privée, entre deux personnes, il n'y aurait pas
les précautions minimales nécessaires quant à la vérification, par exemple, du fait que l'acheteur sera détenteur d'un permis de possession et d'acquisition. Comment vous réagissez à cet argument-là également? Madame Damestois? Ou Dr. Maurice? Oui. Dr. Maurice? Moi, je dirais que dans la très forte majorité, les gens ont raison. Les propriétaires d'armes sont responsables et puis ils vont s'assurer de faire respecter la loi. Sauf que là, on veut intervenir dans des situations, on veut prévenir des situations qui sont difficiles, des situations de crise. Alors, la personne qui est en situation de crise, des fois, elle n'a pas tout à fait tous ses moyens, et puis on peut facilement imaginer qu'il y en ait qui passent au travers des mailles du filet, et puis qui soient pas si responsables que ça au moment où ils sont en situation de crise. Mais vous avez tout à fait raison, la majorité des propriétaires d'armes vont être des bons citoyens, puis ils vont se conformer au règlement, mais pas dans ça. Nous, ce qu'on veut, c'est sécuriser les domiciles dans toutes circonstances, pas juste dans des circonstances normales et ordinaires. Là. Monsieur le député de Bonaventure, pour les 2 prochaines minutes. Vous êtes très généreux, Monsieur le Président. Là, regardez plus du bord du côté de votre collègue de Verchères. Merci beaucoup. Il y a toujours des interventions pertinentes. Là, je le prends sur mon temps, c'est 15 secondes. Là. 2 minutes. Merci. Bonjour. Écoutez, tout à l'heure, le ministre a posé une question par rapport au fait qu'il y a une levée de bouclier actuellement contre le registre. Vous nous avez amené une explication liée à un peu un paradigme psychopathologique ou à tout le moins qui correspond au cadre d'analyse que vous avez. Moi, j'en ai un autre. Actuellement, le domaine de la villégiature en forêt, là, je suis complètement dans un autre registre, on subit énormément de pression du gouvernement dans les dernières années. Les baux de villégiature, les chalets en forêt ont augmenté de 300-400 %. Il y a des gens qui payent 3 000 $ par année pour avoir un petit bout de terrain en forêt. On a augmenté les permis de chasse et pêche. On a diminué le nombre d'agents de la faune. Je suis complètement ailleurs, OK? Vous comprenez? Et ces gens-là considèrent, à quelque part, selon la lecture que j'en ai, puis j'ai pas la vérité effuse, ces gens-là considèrent que c'est la goutte qui fait déborder le vase dans cette séquence continue de discrédit ou à tout le moins d'imposition d'un fardeau fiscal à peine voilé via des augmentations de taux et voient le registre comme étant quelque chose dont ils vont être obligés d'assurer la facture inévitablement. Donc, c'est un cadre explicatif que j'amène par rapport aux gens, Fédération des chasseurs-pêcheurs, Fédération des pourvoyeurs, etc., qui amènent ça comme argument. Donc, et ils se sentent, les ruraux se sentent pointés du doigt. Et dans vos statistiques, vous nous avez dit tout à l'heure que la majorité des suicides étaient en région rurale. Et quand je regarde les données à votre tableau de la page 7, bien, je vois 300... Je finis. 2 secondes. 352 personnes qui semblent dans les régions urbaines, puis j'en ai 282 en zone rurale. Pouvez-vous m'expliquer ça? Bon, là, c'est fini. Oui. OK, vas-y. Êtes-vous capable de donner une réponse rapide? Oui, je vais commencer par rapport aux statistiques. Là. Ce qu'on dit, c'est que les suicides se produisent un peu partout sur le territoire québécois, mais le risque de suicide par arme à feu est plus élevé en zone rurale. On ne dit pas, là, mettons, que la fréquence ou que le nombre est plus élevé en zone rurale. On dit que le risque, quand on fait un risque, c'est la probabilité là, que quelqu'un utilise une arme à feu pour se suicider, c'est plus élevé en zone rurale qu'en zone urbaine. Mais étant donné qu'il y a beaucoup plus de gens en zone urbaine, il se peut qu'il y ait plus de gens qui se suicident par arme à feu en zone urbaine, même si le risque est plus bas. Merci, Dr. Lavoie. Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir, Madame, Messieurs, ça me fait plaisir. Vous avez un document qui est très intéressant. D'entrée de jeu, vous le mentionnez à quelques reprises dans votre document, sur l'entreposage des armes à feu. Et je pense que vous insistez beaucoup là-dessus, sur l'entreposage des armes à feu comme telles. Mais, à ce que je sache, la loi 64 ne vient pas parler d'entreposage. C'est fédéral et l'entreposage est encore en vigueur. La loi fédérale est encore en vigueur. Et elle est très bien détaillée dans la loi sur les armes à feu, c'est-à-dire que
faut que, écoutez, l'arme est non chargée, elle est, selon le cas, rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire, rendue inopérante par l'enlèvement de son verrou de sa glissière, entreposée dans un contenant compartiment, une pièce qui sont gardées bien verrouillées et qui sont construites de façon à ce qu'on ne peut les forcer facilement. Elle ne se trouve pas à proximité de munitions, en tout cas, etc., etc. Ça, c'est la loi qui existe présentement. En quoi la loi 64 va venir améliorer ça? En fait, dans le mémoire, on insiste sur deux choses. On insiste sur la sécurisation du domicile en situation de crise. Mais pour sécuriser les domiciles, il faut faire deux choses. Il faut retirer les armes à feu quand c'est nécessaire. Puis il faut donc savoir combien d'armes il y a à domicile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer qu'elles sont bien entreposées. Pour s'assurer qu'elles sont bien entreposées, il faut savoir, il faut que les propriétaires se conforment aux règles d'entreposage. Et puis, ce qu'on pense, c'est que une obligation d'enregistrer les armes vont rendre les propriétaires plus vigilants, puis vont inciter les propriétaires à respecter ces règles d'entreposage. Mais je vous interromps un peu parce que j'aimerais... j'ai d'autres questions, j'ai beaucoup de questions. Vous parliez tantôt que quelqu'un, on ne peut pas supposer que quelqu'un va tout le temps être sain d'esprit, donc ça peut expliquer, etc. Mais vous oubliez de mentionner une chose, c'est que le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu est renouvelable à tous les 5 ans. Et à tous les 5 ans, il y a une enquête sur vous. Alors que le permis d'immatriculation, c'est à vie, on n'en parle plus. Alors, en quoi immatriculer l'arme va rendre plus sécure le domicile? Parce que l'arme va demeurer là quand même. Mais en quoi l'immatriculation de l'arme va rendre le domicile plus sécure? Moi, c'est là-dessus que j'ai un peu de misère. Docteur Maurice? Ben, l'arme va être plus sécure. Le fait d'immatriculer une arme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'inciter les propriétaires à mieux les entreposer d'une part, puis le fait d'immatriculer chacune des armes, c'est autant d'occasions, chaque fois qu'il y a une acquisition d'armes à feu, entre les périodes de 5 ans. Un propriétaire qui a un permis de possession, qui est valide pour 5 ans, il s'achète une arme 2 ans après, OK? Bien, ça va être une occasion supplémentaire, au moment de l'enregistrement, de lui rappeler les règles d'entreposage et puis la loi sur les armes à feu au Canada pour pour l'inciter à respecter les règles d'entreposage. Donc, vous parlez beaucoup d'incitatifs pour responsabiliser les personnes et tout. D'après vous, quel est le meilleur moyen pour inciter l'entreposage sécure des armes à feu? Parce que vous dites qu'on peut acheter une arme à feu dans la période... mais lorsqu'on achète une arme à feu, vous savez qu'un armateur ou un magasin ne peut pas vendre à quelqu'un qui ne détient pas de permis. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Quand tu n'as pas ton permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, tu ne peux pas acheter d'armes à feu, à moins que le gars décide de te le vendre quand même. Là, il est illégal. Ça, on ne peut pas rien faire. C'est pas la loi 64 qui va changer ça. Je ne pense pas. Mais moi, c'est tout le temps en termes de en quoi cette loi-là accroît la sécurité des individus, parce que l'arme va rester à la maison. Tout va être là, mais vous parlez d'incitatifs pour viser à avoir un meilleur entreposage. On ne serait pas mieux de faire une meilleure publicité sur l'entreposage des armes à feu? Au lieu d'une loi qui va prendre 30 mois, 36 mois à être en application, qui va prendre encore 2-3 ans, et puis on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas si ça va être fiable, on sait rien. C'est probablement pas une mauvaise idée que d'avoir une promotion des règles d'entreposage, ça j'en conviens, sauf qu'à ce moment-là, l'enregistrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient appuyer d'éventuelles campagnes de sensibilisation et de promotion des règles d'entreposage. Puis sur la question de l'obligation de présenter un permis d'armes à feu, bien, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est laissé à la discrétion des vendeurs. Le vendeur peut demander peut vérifier que la personne a bien un permis de possession d'armes. Ils le font en général au Québec, mais c'est pas
obligatoire dans la loi, puis il y a des possibilités de contrevenir et puis de... Je vous interromps, c'est obligatoire, monsieur. La seule obligation qu'ils n'ont plus, c'est de le référer la vente à la Sûreté du Québec. C'est ça l'obligation qu'ils n'ont plus. Ben, écoutez, moi j'ai un document de la GRC où la GRC recommande à ses policiers de s'assurer de contrôler le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, parce que justement il y a des gens qui se font révoquer leur permis et qui peuvent avoir encore le permis entre les mains. Ils peuvent utiliser ce permis-là alors qu'ils n'ont plus le droit de l'utiliser. Donc c'est la raison pour laquelle la GRC elle-même recommande à ses policiers de retirer physiquement le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu en cas de révocation. C'est donc dire que si la GRC prend la peine d'écrire à ses policiers pour les mettre en garde contre ça, c'est parce que quelque part, elle reconnaît implicitement qu'il y a un échappatoire. Maurice, avant qu'on passe à Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, merci, M. le député de Beausemont, pour le bénéfice des membres de la commission, si vous avez sous la main ce document de la GRC, ça pourrait être intéressant. Oui. Merci, Dr. Maurice. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, pour 3 minutes. Merci, M. le Président. Bonsoir, merci d'être là, merci de votre contribution à la réflexion. Dans vos recommandations, vous incitez sur, bien sûr, la nécessité, l'obligation d'enregistrer. Je pense qu'on en a parlé, vous en avez parlé longuement. Première question, c'est le groupe avant vous, en après-midi, nous disait c'est important que l'enregistrement ait lieu immédiatement, sur le champ, au moment. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Dr. Maurice? Bien, moi, je pense que au moment où une personne prend possession d'une arme, si elle est parfaitement équilibrée, il n'y a pas de problème, mais si elle a des mauvaises intentions ou des intentions de s'en servir contre elle-même ou contre autrui, si vous n'exigez pas la vérification du permis de possession qui, lui, nous donne une bonne appréciation de l'état de la personne et puis qui nous confirme qu'elle est en état de posséder une arme, mais si vous ne l'exigez pas, cette vérification-là, vous avez une période qui est fortement à risque si la personne est mal intentionnée, c'est sûr. Elle pourrait, à ce moment-là, acquérir une arme et puis s'en servir de façon malveillante contre elle-même ou contre autrui. J'ai bien compris dans votre présentation que la perspective avec laquelle vous arrivez est une perspective collective. Je pense que Mme Damestois l'a mentionné à plusieurs reprises. Et je pense que c'est important de se rappeler cette dimension-là, même par rapport à la question du projet de loi. Parce qu'un projet de loi, tu le fais dans une perspective surtout de protéger, dans ce cas-là, de sécurité publique. Vous avez documenté aussi des expériences à l'international. Est-ce que vous savez si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a une vision sur la question de l'enregistrement et le contrôle des armes à feu à travers le monde? Oui, on a regardé ça. L'OMS a sorti en 2014 un rapport mondial sur la prévention du suicide. Dans ce rapport, on fait d'abord un état de l'importance, comme moyen de prévention du suicide, de travailler sur l'accessibilité aux moyens. Accessibilité aux moyens, bien, dans le cas qui nous concerne, c'est l'accessibilité aux armes à feu. Ça, l'OMS, elle le dit haut et fort, là, c'est clair et c'est sans aucune hésitation, on propose ça. Par rapport aux armes à feu en particulier, ce qu'elle dit, c'est que je vais juste prendre 2 secondes une minute pour le lire. L'adoption de lois limitant la possession d'armes à feu a été associée à une réduction des taux de suicide par arme à feu dans de nombreux pays, notamment en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Royaume-Uni. Renforcer les règles sur la disponibilité des armes à feu dans les lieux de résidence privés et les procédures d'obtention de permis et d'enregistrement, c'est écrit. Puis là, je vous passe une partie du paragraphe, là, parce que ça serait trop long, mais sont autant de mesures législatives et réglementaires pouvant réduire les suicides par arme à feu. Donc, c'est une position officielle de l'OMS par rapport à ça. Merci, Dr. Maurice.
Merci, Mme Damestois, Dr Pierre Maurice, Dr Michel Lavoie, représentant l'Institut national de santé publique du Québec. On suspend quelques minutes. Je demanderai à l'inspecteur-chef Isabelle Boudreau et au sergent Sébastien Cormier, représentant Sûreté du Québec, de bien vouloir s'avancer.